TVL est devenu l'outil de la rébellion massive à cet embrigadement idéologique du peuple français mené prioritairement par les médias mainstream. En désobéissant aux ordres et aux interdits de la pensée unique, TVL a remporté en 2022 son pari de l'influence, mais aussi de l'audience. Aidez-nous à briser la chape de plomb, à faire partager au plus grand nombre le pluralisme des opinions, le débat, la confrontation des idées, la liberté d'expression, la liberté. Mettons toutes nos forces pour que tous les Français retrouvent l'espoir, l'audace, l'esprit de résistance avec TVL. Donnez à TVL pour assurer vos idées en 2023. TVL, la rébellion au quotidien. Chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui, nous allons d'abord discuter des apparitions de Medjugorje avec François Billot de Lochner, puis nous parlerons par Skype malheureusement avec Marion Duvauchel du bouddhisme sur lequel elle vient de publier un ouvrage, et enfin nous discuterons avec les studios Saint-Louis qui viennent de publier, de diffuser un long métrage, Un dîner aux chandelles. Nous en avions parlé plusieurs fois sous forme de web-série. Maintenant, c'est un long métrage. Voilà. Et avant de commencer, je voulais vous souhaiter à tous un excellent, un saint avant jusqu'à Noël. Eh bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir François Billot de Lochner. Bonjour François. Bonjour Guillaume. Vous êtes le patron de la revue Liberté Politique, de Stop au Porno, on en reparlera la semaine prochaine. Mais vous venez aujourd'hui parce qu'il y a eu une petite actualité romaine sur Medjugorje. Le pape a décidé, a tranché de ne pas trancher, si je puis dire. Et vous avez des idées assez précises sur Medjugorje et les apparitions potentielles de Medjugorje, donc en Bosnie. Pour vous, c'est clairement pas la Vierge qui apparaît à Medjugorje. Ah ben pour moi, il y a un problème évident. C'est plus qu'un problème, c'est quasiment, comme vous le disiez, une certitude. D'abord, je trouve que 40 ans plus tard, on peut trancher quand même. Donc je trouve que ça n'est pas très sérieux de la part du Vatican de botter en touche. Mais repartons du départ. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Medjugorje, le fin juin 1981, vous avez dans le petit village de Medjugorje en Yougoslavie, puisqu'à l'époque c'était la Yougoslavie communiste, vous avez la Sainte Vierge qui apparaît à 6 petits voyants. Bon. Très bien. Et ce qui est très perturbant dès le départ de ces apparitions, c'est que les mensonges se multiplient dès le premier jour, puis le second. La Vierge apparaît pendant plusieurs jours, il y a des contradictions, il y a des choses qui ne vont absolument pas. Et donc, ces apparitions, si vous voulez, qui démarrent sur des mensonges, de la part des voyants, déboulent ensuite sur des mensonges de la part des prêtres de Medjugorje, ou de l'environnement des prêtres de Medjugorje, puis sur des mensonges, même de la part de Laurentin, le fameux abbé Laurentin, le mariologue. Et quand on examine scientifiquement les dossiers, c'est accablant. Alors, si vous voulez, en deux mots, qu'est-ce qui ne va pas du tout dès le départ de ces apparitions ? Premièrement, on a des adolescents, des jeunes adolescents, qui ont une apparition de la Sainte Vierge, mais le curé d'emblée dit « je ne les connais pas », parce qu'en fait, il ne pratiquait pas tellement. Bon, étonnant que la Sainte Vierge apparaisse à des non-pratiquants. Bon, mais supposons qu'elle le fasse. Deuxièmement, la Sainte Vierge apparaît pendant plusieurs jours de suite, et on a, de la part des voyants, des évanouissements, des cauchemars, des hurlements sauvages, des choses
impossible. Donc la Sainte Vierge aurait un aspect quand même très spécial pour faire peur, à ce point à des voyants. Enfin, mais vous ne pensez pas que ça pourrait être comme à Fatima, où la Sainte Vierge leur montre l'enfer, ou Dieu sait quoi. Enfin, il y a des choses qui peuvent être effrayantes dans les fins dernières. Ben non, puisqu'ils ne disent pas du tout qu'elle montre l'enfer, et elle se montre elle-même. Donc c'est la Sainte Vierge qui fait hurler de peur des voyants. C'est quoi ce cirque? Le troisième point, et ça c'est absolument ahurissant, un voyant, c'est une voyante en l'occurrence, touche la Sainte Vierge, et parce que la Sainte Vierge lui dit de la toucher, et elle dit « j'ai senti du métal glacial ». La Sainte Vierge qui se fait toucher, c'est quand même pas banal, et deuxièmement, qui diffuse du métal glacial. Mais qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Les prêtres, brutalement, en quelques jours, se passionnent pour cette apparition et la font transférer arbitrairement ces apparitions dans l'Église, sans aucune autorisation. Et c'était très intelligent de leur part, parce qu'effectivement, ils ont immédiatement vu l'intérêt de ces pseudo-apparitions, et les mettre dans l'Église, ça donnait évidemment quelque chose d'extraordinairement solide à des apparitions quotidiennes. Donc, le démarrage est absolument invraisemblable. L'évêque du lieu, Monseigneur Zanik, un homme absolument exceptionnel, qui au départ d'ailleurs était plutôt favorable, très intéressé par le sujet, a commencé à investiguer, et puis de semaine en semaine a vu que les voyants mentaient, l'environnement mentait, les prêtres mentaient, que la Sainte Vierge faisait des messages, on en reparlera une seconde tout à l'heure, invraisemblables. Il a commencé à prendre du recul et s'est aperçu, en recoupant ce que disaient les voyants ou les prêtres, ce qu'écrivaient les voyants ou les prêtres, ce qui était dit dans les médias, ce qui était enregistré sur des cassettes qu'il a écoutées, que tout ça était extraordinairement contradictoire et ne rimait à rien. Il a commencé donc là à prendre les choses en main. La conférence épiscopale de Yougoslavie, mise au courant du dossier, qui a travaillé pendant des mois et des mois sur le dossier, a été catégorique au bout d'un certain temps, à part 2 ou 3 évêques. À l'unanimité quasiment, ils ont dit « ce n'est pas la Sainte Vierge qui apparaît à Medjugorje ». Et là, ultérieurement, sûrement par l'action du fameux abbé Laurentin qui s'est passionné immédiatement et sans réfléchir beaucoup et sans travailler sur le sujet, ça je lui reproche, il a fait le siège du Vatican en disant mais c'est l'apparition extraordinaire, la plus extraordinaire qu'on puisse imaginer, et il a fait retirer le dossier qui a été transféré au Vatican. Et depuis ce temps-là, c'est le bazar. Alors, moi, j'ai deux réflexions qui me viennent tout de suite. La première, en contre de ce que vous dites, est-ce que vous ne pensez pas que justement la Sainte Vierge apparaissant dans un pays communiste, et probablement un des pays les plus violemment communistes de l'époque, ça signifie quelque chose et qu'en contrepartie, ce serait très étrange que des gens aient fait mine d'avoir une apparition de la Sainte Vierge et donc aient risqué leur peau, parce que évidemment ça avait des conséquences politiques aussi, et enfin, on pouvait les envoyer en camp de concentration. Pourquoi est-ce qu'ils auraient fait ça? Première question. Et en sens inverse, moi, ce qui m'a toujours surpris dans les apparitions de Medjugorje, c'est qu'on a l'impression que c'est plusieurs personnes qui parlent différemment. Et en particulier, il y a un truc que moi, je suis absolument certain que ça ne peut pas être la Vierge, c'est quand la Vierge est supposée dire que l'évêque, pardon pour l'expression, chers amis téléspectateurs, est un connard. Parce que la Vierge serait descendue du ciel pour dire que l'évêque du lieu n'était pas à la hauteur. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut sur la Sainte Vierge, mais ça, je suis à peu près certain que ce n'est pas le cas. Qu'elle le pense éventuellement du haut de son ciel, pourquoi pas, mais qu'elle descende pour le dire, ça me surprend énormément. Alors là, je vais commencer par ce second point qui est très important. Les messages de la Sainte Vierge, pour certains d'entre eux, alors il y a des messages tout à fait classiques, ça c'est pas compliqué de les recopier et de les mettre dans la bouche des voyants. Mais elle dit des choses aberrantes. Ça c'est une aberration, ce que vous venez de souligner, ça ne s'est jamais vu depuis 20 siècles. Absolument. Deuxième aberration, la Sainte Vierge dans un message, et de façon répétitive, dit n'essayez pas de convertir les musulmans, ils ont leur religion.
ça veut dire que la Sainte Vierge est hérétique. Elle se prononce contre les paroles de son fils, allez dans toutes les nations et convertissez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est faire jouer à la Sainte Vierge le rôle d'une hérétique. Et puis la troisième chose, elle annonce un grand signe. Alors là on pense tout de suite à Fatima, le fameux grand signe du soleil extraordinaire. Et ce grand signe, elle l'annonce pour dans les jours à venir, puis plus tard, puis elle dit ça viendra, ça viendra. Et les voyants sur ce grand signe disent absolument n'importe quoi. Et il y en a un qui dit oui, en fait, le grand signe, ce serait une basilique qui tomberait du ciel et qui s'installerait sur la colline des apparitions. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Deuxièmement, donc les messages de la Sainte Vierge, à part évidemment les messages classiques, sont parfaitement contestables, ce qui rend l'apparition impossible. Et deuxième chose, et ça c'est très important, les communistes ont été effectivement un petit peu agressifs les tout premiers jours, mais dès le mois de juillet ont été partie prenante. Le régime communiste, un des pires au monde, se passionne tout d'un coup pour la Sainte Vierge, pour le ciel, pour la religion catholique. Mais c'est franchement... Donc, si vous voulez, véritablement, pour moi, c'est une véritable aberration. Je pense que c'est extrêmement grave parce que le jour où le Vatican sera bien obligé de se prononcer un jour négativement, ça va faire un séisme dans l'Église, ce qui, à mon avis, d'ailleurs, est une position diabolique assez connue, c'est-à-dire mettre le bazar le plus possible où l'on peut. Le démon sait parfaitement faire ça. C'est sûr. Merci beaucoup, cher François. Malheureusement, le temps file trop vite, mais nous aurons probablement l'occasion de reparler de je l'espère. de ce sujet de Medjugorje. Merci, cher François. Et donc, nous nous revoyons la semaine prochaine pour parler d'un tout autre sujet. Eh bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir, alors malheureusement par Skype, mais on va essayer de faire une bonne émission quand même, Marion Duvauchel. Bonjour Marion. Bonjour. Vous venez de publier un livre passionnant sur le bouddhisme. Alors, spontanément, j'aurais pas cru que le bouddhisme était un sujet passionnant, pour ne rien vous cacher, mais le sous-titre est un peu alléchant, si je puis dire. C'est Chronique d'une illusion. Pourquoi est-ce que vous dites que le bouddhisme est une illusion ? Alors, au début, le titre que j'avais programmé et prévu, c'était le bouddhisme, le mirage du bouddhisme. Ça me semblait plus juste. Et puis, il y a eu un changement d'éditeur. Et celui-ci, à la lecture de l'ouvrage, m'a proposé plutôt Chronique d'une illusion, d'autant que de toute façon, on était dans la nécessité de changer le titre. Ouais. Et j'avais également, comme autre proposition, l'idée de fiction. Parce qu'il y a dans l'élaboration du savoir sur le bouddhisme, et non pas à ne pas confondre avec le bouddhisme lui-même, mais dans l'élaboration du savoir commun sur le bouddhisme, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la fiction, ou en tous les cas de l'ordre du mirage. Et donc c'est ce sur quoi je me suis penchée. C'est toujours un peu difficile pour moi d'expliquer le plan sur lequel je travaille. Je suis pas une sorte de spécialiste au sens strict du bouddhisme. Je suis spécialiste d'épistémologie, c'est-à-dire que ce que j'ai fait, c'est l'analyse de 3 siècles d'historiographie, de 3 siècles d'élaboration, de comment s'est construit ce que nous savons aujourd'hui du bouddhisme. Alors en particulier, à partir d'un certain nombre d'éléments qui constituent l'ensemble de la configuration de cette religion, spiritualité. Bon, vous savez que en général, dès que je parle du bouddhisme, la plupart des gens commencent par me dire oui, mais qu'est-ce que c'est? C'est une religion, c'est une spiritualité, etc. Et quelqu'un m'a même un jour interrompu en me disant que je ne pouvais pas parler du bouddhisme comme d'une religion, mais comme d'une spiritualité, etc. Quoi qu'il en soit, de toute manière, on est bien obligé d'établir un code linguistique en quelque sorte. Donc, religion, dans la mesure où c'est admis, eh bien, il me semble qu'on peut accepter de parler du bouddhisme comme d'une religion. On peut aussi en parler comme d'une spiritualité. Enfin, ce qui m'a intéressé, c'est comment ça s'est construit. Comment, par exemple, eh bien, on admet aujourd'hui l'existence historique d'une sorte de personnalité religieuse qu'on appelle le Bouddha, alors que 3 siècles d'historiographie ne permettent absolument pas de déterminer le moindre fait qui atteste cette existence historique. On a donc déjà un problème qui a un problème qui, à mon avis, est un problème d'historiographie et même de pertinence historique.
Mais alors, ce Bouddha, si je vous entends bien, personne n'est sûr qu'il ait réellement existé, c'est ça? Eh bien, la recherche, en tous les cas, rien dans la recherche ne permet d'attester l'existence historique du Bouddha. Alors, je ne suis pas la seule à le dire. J'ai été très étonnée de constater que je pensais que j'étais la seule à le dire. Mais non, pas du tout. Il y a un chercheur du Minnesota qui s'appelle David Drews, qui a écrit un article il y a déjà quelques années, qui s'appelle en anglais, dans la traduction française, l'existence historique du Bouddha. Et ce chercheur, eh bien, a été chercher toutes les références, en particulier anglo-saxonne, alors également française, qui connaît un petit peu moins bien que moi, il connaît mieux les références anglo-saxonnes, que je n'ignore pas, mais lui en connaît, enfin il est allé voir, il est allé chercher avec précision. Il a écrit un article extrêmement ordinairement référencé, qu'il a présenté dans une communication très savante auprès d'universitaires éminents, d'orientalistes. Alors tout ça existe si on va chercher l'article, je l'ai traduit d'ailleurs, je l'ai mis en ligne sur Academia, et à partir du moment où en fait j'ai lu cet article entre les mains, grâce à une de mes amies, Marion d'Absence, qui a écrit elle-même un petit ouvrage sur le bouddhisme, et bien à ce moment-là, je me suis dit, il y a suffisamment d'éléments pour qu'on commence en fait à un peu taper dans le plat, et puis eh bien enquêter un peu sérieusement. Donc pas uniquement sur la question de l'historicité de cette personnalité, mais également sur un certain nombre d'éléments. Donc par exemple la question du canon. C'est un des chapitres que j'ai traité. L'idée du canon, on ne cesse de parler de canon bouddhiste, comme on parle également du bouddhisme à travers un certain nombre de termes qui sont très clairement des termes issus de notre tradition catholique. Et donc, ce que je dis simplement, c'est que lorsque les orientalistes ont commencé à en quelque sorte, élaborer le savoir sur cette chose étrange d'ailleurs, qui leur arrive, qui commence à être connue très tard, à partir du 19e siècle, eh bien, de quoi ils disposent comme outil de travail? Ils disposent essentiellement des outils issus de la théologie catholique ou de la religion catholique. Donc, par exemple, le canon. Quand vous dites que c'est connu très tard, quand les missionnaires arrivent en Chine, en Inde, etc., ils ne rencontrent pas le bouddhisme? Alors, oui, disons que... Alors très souvent, quand vous lisez par exemple un petit ouvrage qui s'appelle Génie de l'Inde, d'un éminent orientaliste français qui s'appelle Sylvain Lévy. C'est un livre excellent, une excellente synthèse, et quand il évoque les fondateurs en quelque sorte, c'est-à-dire ces missionnaires, eh bien ce qu'il dit c'est qu'il leur refuse en quelque sorte le titre de précurseur. D'accord. Il le refuse, mais textuellement, c'est pas comment dire, proposé. Non, c'est exprimé extrêmement clairement. Et donc, il leur refuse le rôle de précurseur. En quelque sorte, il considère que l'historiographie, la science orientaliste sur le bouddhisme ne commence qu'après. Avec l'orientalisme savant institutionnel, c'est-à-dire quoi. D'accord, c'est quand même un peu... Alors, on a parlé du Bouddha, on parle aussi beaucoup de Bouddha au pluriel. Ces personnages-là non plus n'ont pas forcément d'existence historique. Comment ça se présente? Alors, en fait, ça se présente... C'est un très très gros problème, c'est un des problèmes à mon avis les plus difficiles. C'est le problème du Bouddha, c'est-à-dire cette personnalité historique fondatrice, des Bouddhas, c'est-à-dire en quelque sorte de ces arhats. Dans le premier bouddhisme, on les appelle les arhats, c'est-à-dire l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler des saints, c'est-à-dire des hommes qui suivent la voie du Bouddha, la voie proposée par le Bouddha, l'illumination, que sais-je encore. Et donc, donc on les appelle à un moment donné les Bouddhas. Et puis alors il y a ce statut particulier qui naît à un moment particulier et dans un espace géographique particulier qui s'appelle le Bodhisattva ou les Bodhisattvas. Et donc ça c'est quand même un mystère. C'est-à-dire que bien il y a à la fois une colossale érudition sur ces questions-là, donc il y a des quantités d'articles. D'ailleurs, sur le bouddhisme, vous avez une littérature, mais qui est écrasante. D'accord. Et puis alors, qui est d'un ennui mortel. Enfin, très franchement, j'ai travaillé pendant 5 ans et quand j'ai posé la plume, j'ai éprouvé un soulagement mais immense. C'est d'un ennui, d'une érudition pesante. Et en général, ça n'aboutit pas. C'est-à-dire que vous avez des articles, comme par exemple celui de Barrault, d'André Barrault,
éminent orientaliste français, qui évoque le problème de Lumbini, c'est-à-dire le lieu de naissance du Bouddha. Et donc il y a tout un article dans lequel il dit très clairement comment c'est quand même curieux que cette femme, elle, enceinte jusqu'aux yeux, elle parte de son village, traverse la forêt pour aller accoucher à Lumbini, vous voyez. C'est quand même curieux. Donc il est apparemment pas idiot, c'est-à-dire qu'il pose des bonnes questions, c'est quand même vraiment très curieux si on admet l'historicité du fait, c'est-à-dire que le Bouddha est né à Lumbini, d'une femme qui a accouché, mais alors elle est partie d'un endroit où elle était en sécurité, enceinte jusqu'aux yeux, pour traverser la forêt pour aller accoucher à Lumbini. Alors moi je trouve ça vraiment extrêmement insolite. Et donc en fait, à l'issue de cet article, il devrait en toute logique conclure ben non, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette naissance ou dans ce lieu de Lumbini. Et non, il n'y a pas de conclusion de ce type. Et ça, même David Drous, quand il apporte des kilomètres d'érudition pour montrer qu'en fait rien n'atteste l'existence du Bouddha, eh bien, sa conclusion reste une conclusion extrêmement vaporeuse. Enfin, il dit rien, il conclut pas. Ils ont peur de conclure parce qu'en fait ils ont peur tout simplement de battre en brèche des idées admises, des idées reçues. Alors c'est un problème aussi, c'est un problème lourd. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné on a eu besoin d'une date de naissance du Bouddha, qu'on a eu besoin aussi de l'existence historique du Bouddha? Parce que sinon, alors d'une part les orientalistes le disent eux-mêmes, le bouddhisme est inexplicable sans le Bouddha. C'est une bonne remarque. Ils le disent. Et puis, alors la deuxième raison, eh bien, c'est que vous ne pouvez pas continuer la recherche. C'est-à-dire, à partir du moment où vous n'avez pas de date, rien de stable, vous ne pouvez pas continuer la recherche. Vous pouvez aller dans la semoule, quoi. Ou alors vous faites de l'érudition, de la linguistique, du sanskrit, etc. Mais vous ne pouvez rien dire de précis sur le Bouddha. Donc à un moment donné, il faut bien fixer une date. Et c'est la raison pour laquelle les édits du roi Ashoka ont eu un tel retentissement. C'est-à-dire qu'enfin, on avait un point de datation dans cette question non pas de l'existence du bouddhisme, mais de la diffusion du bouddhisme. Ashoka, c'est la diffusion du bouddhisme. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, chère Marion Duvauchel. Donc, je rappelle que vous venez de publier un livre sur le bouddhisme sous-titré Chronique d'une illusion. C'est paru aux éditions grégoriennes. Livre réellement passionnant sur un sujet qui, encore une fois, n'était pas spontanément passionnant pour moi. Pardon, j'espère que je ne choque personne. Mais vraiment, c'est une enquête historico-scientifique tout à fait remarquable. Et vous critiquez l'érudition, mais il y en a beaucoup dans ce livre, mais au moins il y a des conclusions aussi, ce qui est un vrai plus par rapport aux ouvrages dont vous parlez. Merci, chère Marion. Merci de m'avoir invité. Merci aux auditeurs. Je suis l'intendant et le conseiller personnel de Madame de Villemessant. Madame de Villemessant. Madame désire vous recevoir au château de la Barre avec Madame votre fille. Mon cher Armand, que je suis heureuse de vous revoir. Et pour Charles? Il semblerait qu'il ait été déshérité. Et quand nous aurons pris plaisir à une bonne partie, j'ai une révélation toute particulière à vous faire. Eh bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir Rémi Jolin. Vous êtes le directeur de la production des Studios Saint-Louis. Bonjour Rémi. Bonjour. Donc, je disais, vous êtes le directeur de production des Studios Saint-Louis. Vous venez de finir un film
dont on a plusieurs fois parlé ici, quand c'était encore une web-série, qui est Un dîner aux chandelles. Alors, Un dîner aux chandelles, juste pour les téléspectateurs qui viendraient de naître, c'était une série en noir et blanc très... j'allais dire très défense du patrimoine de la France que nous aimons. C'était assez peu rap et assez peu banlieue pourrie. Pardon de la description. Enfin, ça se passe donc un vrai dîner aux chandelles dans un vrai château avec des gens vraiment bien habillés. Et là, vous avez fait le pari de faire un long métrage. Et c'est un pari complètement délirant, non? Je dirais pas délirant parce qu'on l'a fait. On est parti, comme vous l'avez dit, d'une web-série. Avec 2 saisons, et aujourd'hui on s'est lancé dans un long métrage qui sort au cinéma, dont à Paris lundi prochain. Et après la web série, on s'est dit maintenant il est temps de faire un long métrage, et d'où le long métrage. Mais alors, par rapport aux éléments de la web série, c'est quoi la différence? Parce que donc un long métrage c'est 1h30, on est d'accord, enfin au moins. C'est ça. Et donc par rapport à X fois 10 minutes, comment vous arrivez à faire une histoire qui captive pendant 1h30? Enfin, c'est pas la même chose, quoi. Disons, le scénario de base déjà est différent. Le budget est différent aussi. On est parti d'une association avec la web série, et maintenant Saint-Louis Studio est devenu un studio de production. Wow. Et donc voilà, là on a fait appel aussi à d'autres professionnels pour réaliser ce long métrage. Et ça prend combien de temps de faire un film? Pardonnez mes questions de béotien, je suis réellement béotien. C'est pas pour faire semblant. Pour ce film, on a pris 2 ans. Je dirais 5 mois de pré-production, 2 mois de tournage et puis 1 an et demi de post-production. D'accord, alors pré-production, post-production, c'est quoi ça? Pré-production, c'est disons le scénario, l'organisation pour le tournage. D'accord. Réussir à recruter les bonnes personnes aussi pour le long métrage. Le tournage, du coup, 2 mois dans des châteaux. Et donc avec des acteurs professionnels, le tournage, ou les mêmes que dans la... On a de nouvelles têtes, on a des bénévoles comme des professionnels. D'accord. Et donc ça, c'est pour le tournage. Et la post-production, c'est tout ce qui est le travail du montage, de l'étalonnage, de la colorimétrie. D'accord. Voilà. Parce que c'est un film en couleur, c'est pas un film en noir et blanc comme la web-série. D'accord. Et donc vous disiez, vous le présentez en avant-première, si j'ai bien compris, à Paris lundi, c'est ça? C'est ça. On le présente lundi à Paris. On l'a déjà présenté à Saint-Calais, près du Mans, là où on a tourné le film. On a encore Nantes bientôt à venir, Tours et Angers. D'accord. Donc ça, c'est des avant-premières. Est-ce qu'il sera dans les salles normales, si je puis dire? Enfin, je sais pas comment ça marche, la distribution. Ce sont des avant-premières parce qu'une partie de l'équipe technique y sera. D'accord. On pourra aussi parler du sujet, donner plus de détails s'il y a des questions aussi. Mais par contre, voilà, ce seront que des avant-premières. Après, il sera en streaming sur notre site. D'accord. Et donc en fait, c'est pas un film qui a vocation à être dans les salles, sauf si les gens s'organisent pour le réclamer dans une salle à côté de chez eux. Voilà, c'est ça. Donc on a idée de pourquoi pas le diffuser à Rennes, à Lyon, La Roche-sur-Yon aussi. Donc ça, c'est dans l'idée, on va y travailler, on va voir le nombre de personnes qui seraient intéressées pour voir ce film. D'accord. Et juste pour fixer les idées, là aussi, à la fois pour moi et pour les téléspectateurs, pour obtenir que ça soit diffusé dans une salle de cinéma, il faut combien de personnes? Nous, on fait des projections privées parce que pour être dans le programme d'un cinéma, il faut avoir un numéro de visa du CNC. D'accord. Et ça, on ne l'a pas. Donc, ce sont des projections privées. Et après, je pense que pour que ce soit dans le cinéma d'une ville, il faut au moins 80, 100 personnes. Une petite centaine de personnes. Ouais. Et évidemment, il ne s'agit pas de spoiler, comme on dit maintenant, mais comment est-ce que vous définiriez en 3 phrases, 2 phrases, ce film par rapport... donc j'avais dit très grossièrement que c'était un film qui représentait... La web-série représentait la France que nous aimons par rapport à une France que nous n'aimons pas beaucoup, mais, enfin, ou à une sorte de chose qui ressemble à la France mais qui ne l'est pas. Comment vous définiriez le long métrage? Est-ce que c'est le même genre d'esprit? Est-ce que c'est très différent? On peut voir des similitudes, comme par exemple c'est la même famille, c'est l'histoire de la même famille. Je dirais plus de suspense et de nouveaux châteaux.
D'accord. Donc ça a été vraiment pensé comme un scénario un peu à rebondissement, comme dans un film, j'allais dire, normal. Oui, c'est ça. Et on peut voir le film sans avoir vu non plus les séries. C'est ça, voilà. Okay. Donc il peut être vu indépendamment. D'accord. Est-ce qu'il y aura des DVD? Est-ce que ça sera uniquement en streaming chez les... Ce sera en streaming et je pense que normalement il y aura des DVD. Eh bien, écoutez, nous souhaitons le meilleur à ce long métrage. Si vous avez encore un mot à ajouter, n'hésitez pas. Donc, je disais, vous serez à Paris demain, lundi. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? C'est ça, on vous attend nombreux. Merci beaucoup. Donc, longue vie au Dîner aux Chandelles. Tous mes voeux de succès. Pour nous, chers amis téléspectateurs, nous nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle édition de Terre de Mission. Et d'ici là, que Dieu nous garde.